intervenu nous a donné beaucoup d'informations sur le braille. Nous allons recevoir à présent notre invité, témoin du jour, non-voyante. Je lis, j'écris et j'enseigne dans une école primaire. C'est Mademoiselle Ngoran Aoun Blandine. Elle est institutrice adjointe en fonction à l'Institut national pour la promotion des aveugles depuis 2010. Célibataire sans enfant, c'est avec un bonheur que nous la recevons sur ce plateau. Je rappelle son nom, Ngoran Aoun Blandine. Bonjour mademoiselle. Bonjour Caroline. Alors, vous êtes sur le plateau de ce midi. Le public est très content de vous avoir. Je ne sais pas si vous avez entendu les applaudissements, qui continuent d'ailleurs. Et voilà, à ma droite, il y a Aya, docteur philo, et juste à côté de vous, vous avez Jean-Michel Onin. Voilà. Vous pouvez les saluer hein, si vous voulez. Et le public, tout le monde, les téléspectateurs aussi. Hein. Allez-y, c'est chez vous ici. Bonjour, cher public et chers téléspectateurs, chers animateurs. Alors, Blandine, votre histoire est un peu particulière, il faut le dire, parce que vous n'êtes pas née non-voyante. C'est à l'issue, je ne dirais pas forcément d'un accident, mais c'est à partir de la classe de CM2 que cet incident est intervenu dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les choses se sont passées? Merci Caroline. Comme vous venez de le dire, je suis née voyante. J'ai été à l'école primaire comme tous mes camarades, dans la classe de CM2. Et j'ai constaté fréquemment des maux de tête. Et quand je vais en classe, je ne voyais pas vraiment le tableau. J'ai informé mes parents. Ils m'ont amené à l'hôpital. Après les consultations, ils ont prescrit des médicaments et même des lunettes pour améliorer ma vue. Mais hélas, la vue s'est dégradée. La vue est totalement partie. Et ça a mis combien de temps à peu près? Je veux dire, pour que vous ne voyez plus. Un an. Voilà. Passé une année à faire des soins. Et c'est ce qui vous a contraint d'arrêter les études hein, en classe de CM2? Oui, c'est ce qui m'a contraint à arrêter les études en classe de CM2. La nouvelle, je suppose que ça a été vraiment un coup dur pour vous? Véritablement, un coup très dur pour moi. Étant toute petite, j'aimais aller à l'école et aussi m'amuser comme tous mes petits camarades. Et voir mes frères et sœurs aller à l'école, que je dois rester maintenant à la maison, je ne peux plus m'amuser comme les autres. Vraiment, ça a été un coup dur pour moi. Un coup très dur. Alors, je veux dire, il y a beaucoup de choses que vous n'arriviez plus à faire, telles qu'aller à l'école, c'est ce que vous venez de dire. Mais qu'est-ce que les parents disaient pour vous encourager? Pour m'encourager, on continuait toujours les soins. On a tenté du côté de la médecine moderne, donc on tentait maintenant la médecine traditionnelle. Et on avait toujours espoir qu'un jour j'allais retrouver la vue. Parce que vous souffriez d'une maladie qui s'appelle le glaucome. Oui, je souffre du glaucome. Une maladie qui est due à la montée de la pression oculaire, c'est bien ça, dans l'œil. Oui, c'est ça. Et les médecins, ils ont dit quoi? Je veux dire, y avait-il de l'espoir? Vraiment, on a parcouru plusieurs hôpitaux. Et une fois nous sommes allés à une clinique, le médecin a dit vraiment, monsieur, il n'y a plus d'espoir pour votre fille. Et là aussi, la vue était vraiment dégradée, je ne voyais
pratiquement plus. Il n'y avait plus d'espoir, c'est ce qu'il a dit. Vos parents n'ont pas envisagé une intervention chirurgicale? Là, le médecin m'a déconseillé. Il a déconseillé à papa. Ici, jamais. Lui, il ne peut pas. Mais s'il va quelque part qu'on veut tenter vraiment, qu'il ne l'accepte pas parce que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Alors, ce glaucome dont vous souffrez aujourd'hui a-t-il été identifié très tôt, dès les premières consultations ou plus tard? Il y a plus tard que je suis. C'est-à-dire... Vas-y. Et donc, vous dites qu'à l'âge de 12-13 ans, c'est ça? 12-13 ans, vous perdez la vue. Pour un enfant, quel sentiment vous avez éprouvé? Au fur et à mesure que vous vous voyez perdre la vue, qu'est-ce que vous vous dites au fond de vous? Au fond de moi, je me dis, ah, non, c'est comme ça. Je n'irai plus à l'école, je vais rester comme ça dans la maison. Je rentre encore dans un nouveau monde. C'est ça. Vraiment. Là. Et vous voir la lumière rentrer totalement dans l'obscurité, vraiment. C'est difficile. Ça a été difficile. Combien de temps vous êtes resté dans cette tristesse? 10 ans. 10 ans. Oui. Mais justement, cette réadaptation-là, comment elle s'est faite? Je veux dire, passer d'un monde de voyants et basculer dans un monde de non-voyants. Réadaptation, ça s'est pas passé. C'était pas facile pour moi, en fait. C'était pas facile. Et rester à la maison pendant 10 ans. Dans la 10e année que j'ai pu entrer à l'INIPA. L'INIPA qui signifie Institut National pour les Ivoiriens pour la promotion des aveugles. Voilà. 10 ans, c'est quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce qui crée le déclic pour que vous décidiez de sortir de la maison? Ma mère est restauratrice. C'est l'une de ses clientes qui était venue la voir. Lui dit vraiment, ta fille ne voit pas, c'est vrai. Mais moi, dans mon église, il y a un groupe de non-voyants qui vont animer là-bas. J'ai vu qu'ils étaient vraiment épanouis. Et vraiment, je sais que ta fille sera épanouie. Allez-y vers cette ONG pour prendre des renseignements. Et je sais que votre fille ne sera plus la même. Et mes parents ont pris attache avec cette ONG et j'ai commencé à fréquenter cette ONG. Quand je suis arrivée pour la première fois, vraiment, des non-voyants qui se déplacent, qui crient, causent, qui rient, je me suis dit que moi qui étais triste quelque part là, les voici comme moi, qui se déplacent, qui rient, et même qui ont des talents, vraiment. Et là, ça a tout changé, hein? Oui, ça a tout changé dans votre tête? Oui, ça a tout changé dans ma tête. Et à partir de cet instant-là, vous prenez quelle décision? Donc, j'ai pu entrer à l'INIPA pour apprendre le braille pendant une année. Et j'ai repris le CM2. J'ai passé l'entrée en 6e, j'ai eu le CP et mon entrée en 6e. J'ai été orientée au lycée Pierre Gadier de Yopougon. Et là-bas aussi, ça serait aussi une autre réalité. Puisque de la maison à l'institut nous sommes ensemble. Voilà, la société nous lie, c'est la famille. Voilà, vit en parfaite harmonie. Et aller au lycée où c'est un monde de voyants. Pour ceux qui nous regardent, l'écriture braille, c'est l'écriture tactile qu'utilisent les personnes non-voyantes. Alors donc là, vous vous familiarisez à un nouveau monde, vous rencontrez d'autres personnes comme vous et vous décidez d'apprendre et de vous former. Oui, j'essaie de me former. Et comment est-ce que vous avez fait le choix de l'enseignement? Vous auriez pu faire autre chose. Est-ce que vous n'aviez pas d'autres talents à exploiter? Vraiment, j'ai aimé l'enseignement. Cela m'est venu au lycée. Voir
les professeurs qui prêtaient attention souvent et d'autres non. Je me suis dit qu'eux, ils sont là spécialement pour les voyants. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas aussi me former pour venir donner mon savoir aussi aux enfants non-voyants? Vous nous avez signalé il y a quelques petites minutes que vous étiez au lycée Pierre Gadier de Yopougon, donc en compagnie de personnes normales en termes de vue. Alors quel était le rapport avec ces dernières-là? On avait un très bon rapport. Parce que c'est le voisin qui m'aide, c'est ma voisine, mon voisin qui m'aidait souvent à prendre mes cours. Puisque tout se passait au tableau. Voilà, tout se passait au tableau. Donc, il me demandait, bon, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il me dit, je prenais mes cours. Je veux dire que déjà avec ces personnes-là, Oui. comment vous êtes arrivé à vous imposer? Parce que c'est ça aussi, vous avez eu les mêmes temps de devoirs, d'exercices. Comment vous faites? Moi, je veux savoir. Étant parmi eux, je me suis dit quoi? Je dois redoubler d'efforts. Je dois redoubler d'efforts. Pendant qu'ils redoublaient des classes. Vous allez souvent en classe supérieure pendant que des personnes voyantes là redoublaient de classe. C'est ce que je veux dire. Allez-y. Il s'appelle Docteur Philo. Il me disait, bon, c'est pas parce qu'il me dicte que je vais rester là toujours à dépendre d'eux. Il me dit, je prends mes cours, mais qu'est-ce que je fais de mes cours? Je dois apprendre pour pouvoir faire les interros et les devoirs. Et vous n'aviez pas trop de peine? La progression était aisée? Oui, ça va, ça allait. Et c'est vrai, apparemment, quand vous expliquez, c'est sûr que les gens étaient peut-être gentils avec vous, mais vous avez quand même essuyé des frustrations, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, oui. Oui. Et comment vous vous sentiez chaque fois que vous sentiez méprisé? Bon, là, je me posais vraiment des questions. Qu'est-ce que... voilà. Pourquoi moi et vraiment? Parce que la frustration, c'était de part et d'autre, hein, côté des professeurs comme côté des élèves. Tu peux dire au professeur, bon, monsieur, s'il vous plaît, dictez-moi tel devoir, puisqu'il demande aux élèves de ne pas parler. Là, tu ne peux pas vraiment voilà, embrouiller ton voisin. Et tu te dis, bon, attends, bon, c'est pas la peine. C'est comme ça. Oh, vous êtes là au même titre que les autres. On doit vous évaluer au même titre que les autres. Vous en vouliez par moment à la vie? Vraiment, oui. Oui. Mais aujourd'hui, tout a changé. Hein? Tout a changé. Voilà. Tout a changé dans ma tête. Parce que là, avant, j'étais vraiment handicapée, mais maintenant, je ne me sens plus... C'est vrai que je ne vois pas, mais ce que je ressentais avant ne me passe plus par la tête. Parce que je me dis que oui, le handicap est visible, ça y est là, c'est vrai, mais il faut se battre. Je me suis battue je suis là jusqu'à ce que je sois là aujourd'hui. C'est vrai. Le handicap ne vous a pas arrêté. Et justement, vous êtes enseignante, vous lisez, vous écrivez, vous enseignez. Alors, on aimerait savoir comment ça se passe avec vos élèves. Avec les élèves, ça se passe très bien. Au niveau des enseignants, bon, on n'a pas de documents en braille. On n'a pas de documents en braille. Donc, nous avons les documents en noir avec vos écritures là. Et là, vous savez ce que vous venez de faire? Vous venez de nous frustrer là. Avec vos écritures. Avec vos écritures là. Maintenant, c'est très écriture avec le bic ou tapé. Comment ça s'appelle notre écriture déjà? Comment on appelle ça le noir? Le noir. Voilà, l'écriture en noir. L'écriture en noir. Voilà. Et nous, on appelle la vôtre le braille. Voilà. D'accord. Voilà. Le braille. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un, faire appel à quelqu'un pour nous dicter le contenu. Pour mieux le traduire en braille.
Oui, nous dicter. Là, nous, on traduit en braille. D'accord. Voilà, pour faire notre préparation, pour pouvoir dispenser les cours. Voilà. Et en classe, nous maîtrisons notre classe. Et nous savons aussi la disposition de nos élèves. Voilà. Vous les connaissez tous, vos élèves? Oui. De nom? Oui. Vous les reconnaissez par la voix? Très bien. Vous en avez combien dans votre classe? J'ai 4 élèves. 4 élèves. Oui. Dans la classe de CE1, je n'ai pas. Et vous enseignez du lundi au vendredi? Oui. Généralement, quel genre de difficultés vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions? Il y a le déplacement. Il y a le déplacement et aussi les documents qui ne sont pas aussi en braille. C'est aussi une grosse difficulté pour nous. Et est-ce que la transmission de savoir n'est pas parfois complexe? Il suffit de te préparer. Quand je prépare mes cours, bon, je pense qu'il n'y a pas de complexité. Une bonne préparation suffit. Voilà, une bonne préparation suffit. Et les élèves sont gentils et attentifs, je suppose? Oui. Il n'y a pas de cancre? Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. On a parlé de votre vie professionnelle, mais nous, votre vie conjugale, privée, nous intéresse. Avez-vous quelqu'un dans votre vie? Non. Pourquoi vous hésitez? Dites-nous la vérité. Non. Est-ce que vous avez déjà été dragué, en fait? C'est dragué et... Oui. Voilà. C'est une femme. Oui. Alors, pour finir, on comprend peut-être que vous êtes trop occupé dans le travail, mais ça va venir. Ça va venir. Je peux me permettre une petite question? Oui, très rapidement. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire des réflexions sur la vie? Parce que quand on souffre souvent d'handicap, on est très inspiré à partager son vécu intérieur. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire des petites phrases, des petits proverbes à vous, des pensées? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Alors, la dernière question que je vais vous poser, c'est de savoir vos vœux, les 3 vœux les plus chers. Les 3 vœux. Le premier, vraiment, que je porte vraiment dans le cœur, que les documents soient traduits en braille, vraiment, pour faciliter un peu le travail des enseignants. Aussi pour que aussi les documents des élèves soient aussi traduits en braille, pour qu'ils puissent suivre, même en classe ou en dehors de la classe, pour qu'ils puissent lire à tout moment. Et le deuxième, je veux vraiment évoluer dans l'enseignement. Voilà. Aller beaucoup plus loin. Voilà, aller beaucoup plus loin. Vous perfectionner. Oui, perfectionner. Le troisième et dernier. Moi, j'ai déjà une idée du troisième. Vas-y. Que le dragueur revienne. Enfin, moi, je dirais, pour abonder dans son sens, fonder une famille, n'est-ce pas? Oui, avoir un mari, des enfants. C'est important. 5 enfants. Ça va participer de votre équilibre et de votre épanouissement, n'est-ce pas? Oui. Alors, dernier mot à toutes les personnes qui sont dans votre situation, qui nous regardent en ce moment et qui se croient encore handicapées. J'aimerais dire à mes frères et sœurs handicapés que le handicap n'est pas un fait en soi. Tu peux perdre la vue, même les membres, mais tu as forcément quelque chose en toi que tu peux faire sortir ou produire pour que le monde aussi s'en serve. Dire aussi aux parents des personnes handicapées, il ne faut pas cacher les enfants handicapés, surtout non-voyants. L'instruction est faite pour tout enfant. L'INIPA est là pour la formation, pour l'instruction de vos enfants. Venez-y, et vraiment, pour l'épanouissement de vos enfants. En tout cas, merci beaucoup. Nous verrons à Blandine d'être venue partager votre expérience avec nous et surtout d'être venue nous enseigner cette belle leçon de la vie.
voilà, on peut avoir peut-être une anomalie, on peut souffrir d'un mal, on peut peut-être avoir un handicap physique, mais psychologiquement s'armer de courage pour faire ce qu'on a toujours souhaité faire, pour réaliser ses rêves. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau 22 01 0000 pour venir participer à cette émission avec nous. C'est parti.